Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Dans cette vidéo, on entame enfin le chapitre 3, la dernière partie de l'UA1, cette fois-ci consacrée à l'évolution du modèle atomique jusqu'au modèle de Bohr. Bravo à toi si tu as tenu le parcours jusqu'ici, plus qu'une ligne droite. On clôture bientôt l'UA1. Donc jusqu'ici, on a vu la composition de la matière, les définitions, molécules, mélanges, solutions, dissolutions, etc. On a vu le tableau périodique des éléments et à quoi il nous sert. Maintenant, nous allons voir l'évolution du modèle atomique jusqu'au modèle de Bohr. C'est parti. Voici le parcours. On va suivre un parcours de 6 thèmes pour explorer un peu ce dernier chapitre. On commence avec la constitution d'un atome. Qu'est-ce qu'il y a dans un atome? Dans un premier temps, on va voir l'historique du modèle atomique, son évolution de ce fait. Puis on va voir des schémas de différents modèles atomiques et on terminera par une conclusion. On commence avec l'historique. En moins 500 ans a été inventé le mot atome. Atome est un mot grec. Cette notation fut introduite par Leucippe. Un de ses élèves, Démocrite, explique que la matière est constituée de corpuscules en perpétuel mouvement dotés de qualités idéales. Il dit également que ces dernières sont des particules infimes et indivisibles. Voilà sa définition de l'atome. Un siècle et demi plus tard, Aristote, un philosophe grec, divise la matière en 4 éléments qu'il appelle racines. Ce sont l'air, la terre, l'eau et le feu. Et il dit que les différentes matières qui constituent l'univers résultent de ces 4 éléments. Entre 500 à 1500 ans, c'est-à-dire au Moyen-Âge, apparaît le mot alchimie, du grec kéméa. Cela signifie fondre du minéral. Et l'alchimie a pour but d'essayer de transformer les métaux vils, comme le plomb, en métaux nobles, comme l'or. Malgré leurs croyances particulières, les alchimistes développent l'observation, l'expérimentation, la mesure, ainsi qu'une certaine classification des éléments. Il aura fallu attendre 1808 pour que John Dalton reprenne l'hypothèse de Démocrite et publie la première théorie de l'atome. Certains historiens rapportent que Dalton s'interrogeait sur le fait que les constituants d'un mélange de gaz ne se déplacent pas par ordre de densité, mais forment un ensemble homogène. Cela conduisit à imaginer que les gaz sont constitués de particules extrêmement petites animées d'un mouvement perpétuel qui les mélange. À partir de là, il pouvait se faire un modèle corpusculaire des liquides et des solides, constitués de mêmes particules mais beaucoup plus proches et à agitation réduite. Il compare ces particules à des boules de billard. Tous les atomes d'un même élément sont identiques et les atomes sont différents d'un élément à un autre. Les atomes peuvent réaliser différentes combinaisons pour donner des molécules. En 1897, le physicien britannique Joseph Thomson, en effectuant des expériences sur la nature électrique de la matière, découvre que l'atome que l'on pensait insécable et indivisible libérait des particules chargées négativement d'une masse négligeable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les électrons. En 1904, il imagina que cette masse avait une charge positive composant la charge négative totale des électrons. Il rendait compte ainsi du fait que les atomes sont électriquement neutres. À la même époque, l'allemand Goldstein, excusez-moi de la prononciation, avait découvert l'existence de particules positives dans l'atome, les protons. Cette découverte a permis à Thomson de préciser son modèle atomique. Il imagina l'atome comme étant constitué d'autant d'électrons que de protons, rendant compte ainsi du fait que la matière est électriquement neutre. Maintenant, faisons un voyage en 1910. En 1910,
les scientifiques cherchèrent à vérifier le modèle de Thomson en bombardant la matière avec des particules émises par des corps radioactifs. C'est alors que l'anglais Ernest Rutherford aboutit avec ses collaborateurs à un résultat remarquable. Rutherford, après de nombreuses expériences, conclut que le modèle atomique de Thomson ne pouvait pas encore expliquer certaines choses. Et de là, il tira son modèle à lui, qu'on appelle aujourd'hui le modèle de Rutherford. Grâce à ce modèle, on connaît beaucoup de choses aujourd'hui sur l'atome. Donc voici un modèle de l'atome, on va suivre les légendes. Tout ce qui se trouve ici, eh bien, c'est le vide. Et la distance qu'il y a entre le noyau d'un électron, car oui, ceci est un électron, elle est de 100 000 fois plus grande que le rayon du noyau. Tu mets une bille sur un terrain de football, c'est la même proportion. C'est énorme. Son modèle nous dit également que l'électron circule à grande vitesse, mais une vitesse imaginable. Même Usain Bolt, à côté, sa vitesse, c'est rien par rapport à la vitesse d'un électron. Il nous dit également que l'essentiel de la masse de l'atome est centré dans le noyau. Donc l'électron n'a pas de grande influence sur la masse totale. Ça veut dire que toute la masse se trouve là. Et on apprend d'autres choses sur l'atome. Voilà, maintenant on a vu un peu l'historique du modèle de l'atome. J'ai essayé de le faire en résumé et de ne vous dire que le principal. Maintenant on va voir un peu les schémas des modèles. Donc voici 3 scientifiques qu'on a rencontrés dans mon histoire. On a vu Dalton, Thomson, Rutherford. Bon, on en a vu d'autres, mais on va se concentrer sur Dalton, Thomson et Rutherford. Et donc voici leur modèle à eux, leur vision de l'atome. Chez Dalton, ils comparaient cela à une boule de bille. Une sphère minuscule, indivisible et indestructible. Thomson, lui, voyait ça un peu de la même manière, sauf que il disait qu'il y avait autant de protons que d'électrons. Ici, il y a 4 électrons et là, il y a 4 protons. C'est ça qui faisait que l'atome est neutre. Et Rutherford, il va plus loin. Il nous dit que les protons sont dans le noyau et que les électrons gravitent autour de ce noyau. Que la distance est super grande, qu'il n'y a que du vide et qu'en plus de ça, la masse de l'électron, elle est négligeable. Donc on comprend que la masse d'un atome, c'est celle de son noyau. Conclusion de la vidéo. Le modèle qui se rapproche le plus de la réalité, c'est celle de Rutherford. La capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.